Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire. Si vous m'entendez correctement, veuillez utiliser le bouton de réaction pour me signaler que mon son, ma voix est bien entendue. Super, super. Alors, je vous souhaite la sincère et cordiale bienvenue à ce webinaire de ce soir. Nous allons parler de Excel à Power BI, comment faire la transition. Alors, dans mon post d'hier, j'ai soulevé le fait que certaines personnes ont posé la question, je ne maîtrise pas Excel, comment est-ce que je peux faire la transition vers Power BI? Alors, à cela, je réponds, Excel est un outil, tout comme un trombone, une fourchette ou un ustensile de cuisine. Entre les mains de quelqu'un qui sait correctement s'en servir, l'utilisation sera autre. Un trombone entre les mains d'un cambrioleur ouvre une porte, alors qu'entre mes mains, ça ne servira qu'à relier des papiers. Donc, à chacun de s'adapter ou d'adapter l'outil à son utilisation usuelle. Donc, soyez la bienvenue, que vous maîtrisiez Excel auparavant ou que vous en êtes novice, soyez complètement détendu. La séance de ce soir est faite pour s'adapter à tous les niveaux. Notre présentation s'articule autour de 3 points essentiellement. D'abord, je fais une première présentation. Ensuite, on va faire une démo. Et à la fin, on va répondre aux différentes questions qui peuvent subvenir tout au long de la formation. Alors, qui suis-je et qu'est-ce qui me donne le droit de pouvoir faire cette présentation? Mon nom est Yannick Stéphane Soussou. Je suis formateur certifié Microsoft depuis 2020. Je suis également certifié sur Excel, 2 certifications Excel de chez Microsoft et 2 également, donc niveau débutant et avancé, également de chez ICDL, une organisation européenne de certification, également sur les outils de bureautique surtout. J'ai également 2 certifications en gestion de projet, Prince2 notamment, Foundation et Practitioner. Certifié également sur PowerPoint, Microsoft 365, Teams, Power BI en l'occurrence, et Outlook depuis ce matin. Donc, depuis 2019, j'accompagne des personnes et des organisations à la maîtrise de données. Et il faut dire que ma formation, ou plutôt mes formations en Power BI ont véritablement commencé au cours de cette année. Donc, de avril 2023 à juin 2023, j'ai enregistré plus de 100 heures de formation sur Power BI avec des clients de divers secteurs d'activité, notamment l'industrie, le service public en téléphonie en l'occurrence, également sur des industries. Donc, mes derniers clients travaillaient dans l'industrie aéronautique. En guise de disclaimer, c'est-à-dire avertissement rapide, c'est que la session n'a pas pour objectif de nous emmener à arrêter l'utilisation d'Excel. Excel reste l'outil le plus utilisé dans le monde du travail en matière de saisie, d'acquisition de données. Donc, étant donné que nous allons faire face au cours des années qui viennent ou des mois qui viennent à plus de données, il nous faut un outil qui nous permette d'analyser de gros volumes de données et aussi d'automatiser beaucoup de tâches derrière. Alors, la question qu'on va se poser tout de suite, c'est quoi Power BI concrètement? Donc, Power BI, c'est une collection de logiciels et de services et de connecteurs. Connecteurs, pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec Power BI, on peut se connecter à différentes bases de données SAP, même sur Excel, Access, les bases de données MySQL, Oracle et ainsi de suite pour aller tirer directement les données pour venir les analyser. Donc, si vous avez des applications métiers, par exemple, il y a certaines entreprises qui tournent sur des CRM ou des ERP, on peut connecter Power BI directement aux bases de données de vos outils métiers, aller tirer les données nécessaires pour venir créer
des graphiques pour aider à la prise de décision rapide, parce que c'est là le nœud de l'affaire. Pouvoir prendre rapidement des décisions sur la base des informations ou des données que nous avons déjà enregistrées sur nos clients. Alors, comment ça s'utilise concrètement? Nous allons, à partir de Power BI, comme cette image le montre, aller nous connecter à différentes sources de données, qu'elles soient, que ce soit des données en interne à l'entreprise ou des données externes. Par exemple, certaines organisations humanitaires vont aller chercher les données sur le site ou la base de données en ligne de la Banque mondiale, de l'OMS, de l'UNICEF et tout ça, pour venir les comparer, par exemple, aux données pays, pour dire par rapport au niveau mondial, notre pays est à tel niveau. Donc, la base de données de l'OMS, elle est en ligne et les sondages et les enquêtes ou les résultats des sondages et des enquêtes d'une organisation, par exemple, sont hébergés sur une base de données en interne. Donc, on va comparer les données de l'OMS à la base de données en interne, sans devoir à exporter expressément les données qui sont sur la base de données de l'OMS, vu que ces données-là se mettent à jour de manière périodique. Alors, d'où est-ce que tout cela vient? Power BI fait partie d'un hub, ou je veux dire, une collection d'applications qu'on appelle la Power Platform. Donc, dans la Power Platform, nous avons Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent. Concrètement, Power BI va nous servir à pouvoir créer des graphiques ou des tableaux de bord pour aider à la décision. Power Apps va nous aider à créer des applications, que ce soit mobile ou web, à partir de notre ordinateur personnel. Power Automate va nous aider à automatiser certaines tâches. Exemple, j'ai l'habitude d'envoyer un fichier Excel à mon directeur tous les lundis. Je vais pouvoir paramétrer cela pour que le lundi à 8 heures, le logiciel lui-même aille chercher la donnée où elle se trouve et pouvoir l'exporter directement par mail à mon directeur ou à la personne à qui c'est destiné. Ça s'utilise également en entreprise pour automatiser certains processus. Par exemple, on a défini, selon la hiérarchie de l'entreprise, qu'une personne peut valider des factures de 10 000 francs, qu'une autre personne peut valider des factures à partir de 20 000. Donc, lorsqu'on fait rentrer le bon de commande dans le circuit, il va automatiquement router le bon de commande vers la personne qui a l'habileté pour prendre la décision sur le bon de commande en question. Ensuite, nous avons Power Virtual Agent. On en fait déjà l'expérience sur certains sites. Quand vous vous connectez directement, il y a une boîte de dialogue qui apparaît, qui dit est-ce que vous avez besoin d'aide ou comment puis-je vous aider? C'est un robot derrière dans lequel on a paramétré un certain nombre de questions et des réponses. Et donc, quand nous allons rentrer notre préoccupation, le robot va comparer certains mots-clés du test que nous avons saisi à sa base de données pour nous ressortir des résultats qui se rapprochent de cela. Et même nous orienter, dire si la réponse fournie par le robot ne fait pas partie, ou plutôt ne répond pas ou ne correspond pas à notre demande, il va pouvoir en ce moment-là nous router vers un humain qui, après avoir répondu à la question, va remettre à jour les informations du robot et ainsi de suite. Tout ceci a pour objectif, en fait, de permettre aux utilisateurs finaux, qui ne sont pas forcément informaticiens, de pouvoir créer par eux-mêmes des données ou des applications, étant donné que tous les jours, nos besoins sont en train d'augmenter, mais les compétences en développement, en analyse ne suivent pas forcément. Alors, mes premières années en entreprise ont commencé en banque. Donc, j'ai eu à faire face à cela ou dans certaines situations pour prendre des décisions, certains directeurs ont besoin d'attendre pendant certains jours que l'informatique envoie un certain rapport périodique qui lui permet de pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Avec Power BI aujourd'hui,
fait partie des outils qu'on appelle des outils de self-service BI, c'est-à-dire du BI libre-service, un peu comme un buffet. Les données sont disponibles. Je sais comment aller chercher. Je sais quelles sont les données dont j'ai besoin pour mon métier. Exemple commercial, ressources humaines, chaîne d'approvisionnement et tout. Je sais quelles sont les données dont j'ai besoin. Je me connecte à la source de données. Je charge les données en question. Je crée des graphiques pour m'aider à prendre des décisions. Comme le dit l'adage, une image vaut toujours mieux que 1000 mots. Alors, mon avis personnel sur l'outil. Power BI est né pour étendre les limites de Excel. Les limites de Excel, quelles sont-elles? Excel est limité à 1 48 000 lignes. Donc, si vous avez 2 millions de lignes, vous ne pouvez pas directement les charger dans Excel, à moins de passer par d'autres moyens dérobés. On a aussi la possibilité, ou plutôt une faible capacité de collaboration avec les autres. Si j'ai mes données en Excel, il m'est difficile de partager avec d'autres personnes, à moins de le leur envoyer par mail ou de le partager, soit dans un dossier partagé ou de partager mon écran lors d'une réunion. Alors, cette faible capacité de collaboration est un peu réduite maintenant avec les mises à jour de Teams qui embarquent quasiment tous les logiciels ou toutes les applications du hub de Microsoft. Donc, à partir de Teams, on peut travailler avec Excel, PowerPoint, Outlook. Non, Outlook, il est extérieur. Donc, Excel, Word, Planner et ainsi de suite. Nous avons aussi, comme limite de Excel, une faible évolutivité de la donnée. Donc, il nous est difficile en Excel, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit dédié à saisir les données dedans, de pouvoir mettre à jour rapidement les données. Bon. Cette limite-là, elle est réduite maintenant avec Power BI qui peut directement se connecter à une source de données, une base de données en ligne, en ligne ou en local, pardon, qui peut nous renseigner sur les données et automatiser aussi la mise à jour de ces données-là. Donc, une fois que la base de données a été mise à jour, nos rapports connectés à la base de données en question sont également mis à jour automatiquement. Concrètement, quel est le processus de fonctionnement? Comment est-ce que je peux faire la transition de Excel à Power BI? Dans Power BI, nous avons un outil qu'on appelle un ETL, qui s'appelle Power Query, qui est également disponible sur Excel depuis, sur Excel depuis la version 2010 de Office en additif, mais nativement depuis 2013. Donc, dans l'onglet données de votre application Excel, vous avez certainement un groupe de boutons qui s'appelle obtenir des données, dans lequel vous pouvez maintenant, si vous avez Microsoft 365, obtenir des données des fichiers PDF, vous connecter à Wikipédia ou au site de l'OMS ou celui de la BCAO. Vous pouvez vous connecter à un dossier et ainsi de suite. Donc, Power Query est également disponible sous Excel maintenant. Donc, on va se connecter à Power Query pour aller télécharger les données. Après les avoir téléchargés, on va passer par un processus de nettoyage. Le processus de nettoyage, comment ça se passe? J'ai par exemple des données, plutôt des noms des personnes qui sont stockées dans la même colonne, nom et prénom, alors que nom, prénom et civilité. Et donc j'ai besoin par exemple de dire si la civilité c'est M, ça veut dire commence par monsieur, si c'est F, commence par madame ou mademoiselle. Donc, je vais passer par ce processus de nettoyage de données-là pour distinguer à partir du nom, ou plutôt de la civilité de la personne qui a été enregistrée pour déterminer son sexe, pour voir peut-être, si besoin se fait sentir, faire une analyse par genre. Nous allons voir l'application tout à l'heure. Donc, une fois que nous sommes connectés avec Power Query à notre source de données, on va nettoyer la donnée, la mettre en forme pour la rendre propre, c'est-à-dire facile à comprendre et à analyser par le logiciel. Ensuite,
nous allons passer par un processus de modélisation. Habituellement, lorsqu'on prend un fichier Excel, il est tout plat, c'est-à-dire que toutes les colonnes sont dans la même table. Donc, cela va nous conduire à créer un modèle. Une fois le modèle créé, on va créer les graphiques à la suite, les graphiques qui vont interpréter les données de nos tables. Et ensuite, nous allons les envoyer sur la version en ligne de Power BI. Et depuis cette version en ligne, toute personne appartenant à notre organisation ou autorisée à regarder nos données peuvent consulter les tableaux de bord à partir de son ordinateur ou de ses appareils mobiles, téléphones ou tablettes. En parlant de modèles, voici un exemple de modèle qu'on appelle les modèles en étoile. Donc, comment ça se passe concrètement? Ce qui va se passer, c'est que je vais, par exemple, avoir une table ville. Supposons que cette table ici, c'est une table ville. J'allais chercher les noms des villes dans cette table. Et une fois que je le pose sur mon rapport, automatiquement, un filtre est créé. C'est-à-dire, dans cette table qui contient les données que je suis en train d'analyser, les données d'ici vont être filtrées par rapport à la ville ou à la colonne ville que j'ai sélectionnée ici. Ce qui va permettre une mise à jour rapide, c'est ça, et une performance accrue de nos rapports. Donc, le modèle se présente habituellement comme ceci, mais il y a un autre type de modèle dont je ne vais pas parler. Donc, le modèle est en étoile. Donc, nous distinguons ici deux types de tables principalement dans un modèle en étoile. On a des tables de dimension et nous avons des tables de faits. Les faits, c'est quoi? C'est par exemple, nous voulons analyser les ventes. On veut analyser par rapport à quoi? À la situation géographique. Donc, la situation géographique, c'est une dimension du fait vente. On va analyser par rapport à la civilité, c'est-à-dire monsieur, madame ou mademoiselle. Donc, la civilité, dans ce cas, c'est une dimension de notre analyse. On va analyser par rapport à la période de l'année. Donc, le temps ou le calendrier, c'est également une autre dimension par rapport à laquelle nous allons faire notre analyse. Donc, nous avons principalement table de faits qui rassemble les faits, le fait étudié et les dimensions qui sont les éléments par rapport auxquels nous allons analyser notre fait en question. Alors, une fois le modèle créé, nous allons apprendre un langage qui est propre à Power BI, qu'on appelle le DAX, Data Analysis Expression. Ce n'est pas de la programmation, mais je peux dire à mon avis, pour l'avoir appris, que ce sont déjà les fonctions Excel que nous avons l'habitude d'utiliser qui ont été rendues plus performantes pour pouvoir faire des calculs poussés. Donc, beaucoup des fonctions en Excel, les diapos qui vont venir vont nous les montrer, beaucoup des fonctions que nous utilisons déjà en Excel se retrouvent pareillement avec les mêmes utilisations en DAX. Alors, en termes d'opérateurs, on retrouve les opérateurs usuels, à savoir l'addition, la division, la soustraction, la multiplication, comme on a l'habitude de les utiliser. Nous avons également les éléments de comparaison. Les seules différences qu'on va avoir, par exemple, ici, quand je vais dire « je veux les villes qui sont égales à Accra », je vais mettre le nom de ma colonne et je vais dire le nom de la colonne égale à la valeur que je cherche. Donc ici, on va partir sur des noms de colonnes pour aller chercher pour faire les opérations de comparaison. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser des tables en Excel connaissent déjà à peu près ce dont je suis en train de parler. En termes de fonctions, je disais tout à l'heure que la plupart des fonctions que nous utilisons déjà en Excel se retrouvent pareillement sur Power BI. La seule grande différence, c'est que en Excel, si j'installe Excel en français, automatiquement, toutes mes fonctions sont en français, donc ça se passe comme ça. En Power BI, que je l'installe en français ou en anglais, toutes les fonctions sont en anglais. Donc, on retrouve somme, pareillement comme
sous Excel, average qui est égal à moyenne, donc min et max pour chercher le minimum ou le maximum. On a le if, le si, c'est-à-dire la fonction si qui fonctionne exactement et s'écrit exactement de la même façon. Si test condition, valeur si vrai, valeur si faux, ainsi de suite. Si erreur, et ainsi de suite. Donc, toutes nos connaissances en Excel, ou la plupart de nos connaissances en Excel, se retranscrivent facilement dans Power BI sans trop de problèmes. Cette représentation de Helen Wall, qui est une spécialiste également en Power BI, nous montre à peu près certaines des fonctions qu'on retrouve pareillement en Excel et en DAX. Donc, déjà, si on connaît 10 ou 20 fonctions en Excel qui se retrouvent en DAX, donc on va dire qu'on a déjà appris les bases du DAX comme il faut. J'ai mis également un site ici qui s'appelle dax.guide, sur lequel on va retrouver toutes les fonctions qui sont en DAX et leur explication et leur utilisation. On retrouvera des exemples d'utilisation de ces fonctions-là. Et donc, au besoin, je peux aller chercher, par exemple, la fonction abs qui est tout en haut, comment ça fonctionne, et je pars sur cette base-là. Donc, je vais prendre dax.guide qui est là. Ah oui, apps comme ça. Et donc, ici, mon interface est en anglais. Je vais la traduire en français. Voilà. Donc, fonction apps renvoie la valeur absolue. Et donc, je vois les exemples d'utilisation qui sont là. Ainsi de suite pour d'autres fonctions également. Du DAX, pourquoi faire? C'est ça la question. Le DAX va me permettre, si j'apprends à la maîtriser comme il faut, de pouvoir créer des colonnes calculées, des colonnes qui résultent d'un certain nombre de calculs. Et on va également apprendre à écrire des mesures. On verra des exemples tout à l'heure. Alors, de tout ce que j'ai dit, de tout le blabla que je fais depuis une vingtaine de minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient tout simplement que pour faire la transition de Excel à Power BI, on a à apprendre à faire essentiellement 4 choses. Première des choses, on va apprendre à faire l'importation de données et son nettoyage. Comment je peux, à partir de mon logiciel, me connecter à une source distante pour aller extraire les informations là-bas pour les ramener ici. Si vous utilisez déjà Power Query sous Excel, l'interface ne change pas véritablement. C'est exactement les mêmes boutons aux mêmes positions. Donc, tout ce que je sais faire sur Power Query en Excel se retranscrit exactement sur Power Query sur Power BI. Ensuite, on va apprendre la modélisation. La modélisation, c'est pouvoir partir d'un fichier Excel qui est tout plat, extraire différentes tables pour pouvoir faire des analyses là-dessus et ensuite pouvoir écrire du DAX. Le DAX, ou plutôt les résultats de notre fonction DAX vont dépendre de la clarté ou des relations aussi que nous avons établies entre nos différentes tables. Ensuite, on va apprendre à personnaliser les graphiques que nous allons utiliser pour représenter les données que nous allons utiliser pour représenter nos données. Et à la fin, on va envoyer les données, ou plutôt les visuels que nous avons créés là, on va pouvoir les mettre ensemble pour créer des tableaux de bord interactifs, sachant que quand je clique sur un élément, un élément, c'est-à-dire un graphique peut m'aider à expliquer d'autres éléments sur mon tableau de bord. Donc, essentiellement, on retient 4 choses: importation et nettoyage de données, création de relations entre les tables et les mesures, création de visuels et l'envoi de ces données-là sur Power BI Service. Voilà en résumé ce qu'il faut pour faire la transition de Excel à Power BI. La question
que quelqu'un peut se poser aussi, c'est alors que je sais maintenant comment faire, comment je peux avoir Power BI. Pour avoir Power BI, c'est tout à fait simple. Nous avons deux méthodes différentes. La première, c'est d'aller sur Google et de taper Power BI. Donc, dans le premier lien qui s'affiche, quand je clique là-dessus, je vais atterrir sur powerbi.microsoft.com et cliquer sur le bouton télécharger gratuitement. Et donc, ça va lancer le téléchargement. Donc, je vais annuler puisque j'ai déjà une version. L'autre manière de faire, la deuxième, que j'encourage vivement tout le monde à faire, c'est par exemple de faire menu démarrer et d'aller sur Microsoft Store. Donc, Microsoft Store, il se présente, plutôt l'application se présente comme ceci. Donc, on va installer Power BI à partir de Microsoft Store. L'avantage de cette deuxième méthode, c'est que à chaque fois que le logiciel est mis à jour, plutôt qu'une mise à jour est disponible, il télécharge automatiquement la mise à jour, ce qui vous enlève l'épine du pied parce que tout récemment, je pense début du mois dernier, de nouveaux graphiques sont apparus sur le logiciel. Donc, si vous aviez téléchargé Power BI depuis le site Internet, il va falloir désinstaller et réinstaller la nouvelle version. Alors qu'à partir du Microsoft Store, lorsqu'il y a la mise à jour est automatiquement envoyée dans l'installation que vous avez déjà de disponible sur votre ordinateur. Alors, ceci met fin à la partie présentation de notre session. Nous allons directement, sans transition, passer à la démo. Donc, si on finit vite, on aura plus de temps pour les réponses aux questions. Donc, je lance un fichier Excel dans lequel nous avons des données de vente. J'ai un fichier dans lequel on a enregistré des ordres de vente. Donc, nous avons ici des données de sources différentes, boutiques, des achats en boutique ou des achats en ligne, la civilité des personnes, leur sexe, l'âge de la personne, le total de l'achat, la taxe payée, le mode de règlement en bon d'achat, en carte ou en espèces, le statut de l'ordre, est-ce que ce que le client a acheté a déjà été expédié, on attend d'expédition ou retourné, la ville où la personne habite, l'État et la région. Si je viens de background purement Excel, ce que je ferais, c'est directement de faire insertion, tableau croisé dynamique et je commence à rassembler les tableaux croisés dynamiques. Pour l'exercice, je vais lancer Power BI et à partir de cette donnée que nous avons, nous allons répondre aux différentes questions suivantes. Sur la base des données que nous avons, on veut par exemple le nombre total de commandes, le chiffre d'affaires total, le total des taxes, le total des bénéfices, le nombre de ventes par sexe par année, le chiffre d'affaires par année, les ventes par région, le chiffre d'affaires par mode de règlement, par source et par statut du colis. Et pour les années 2020 et 2021, on veut retrouver les mêmes choses, mais par rapport au mois et ainsi de suite. Alors, j'ai lancé un fichier Power BI vide. Ce que je vais faire en premier, c'est d'aller fermer mon fichier Excel vu que quand il est ouvert, un autre logiciel ne peut pas l'utiliser. Donc, je vais fermer ce fichier Excel et nous avons l'interface Power BI qui se présente comme ceci. Alors, sur certaines interfaces, vous allez avoir la partie visualisation qui est quelque part ici à droite. Mais en gros, on retrouve la présentation ou la même présentation de tous les logiciels de la suite Office en fait. On a
les menus en onglet avec des groupes qui rassemblent les boutons qui ont des rapports ensemble. Donc, quand on prend données ici, ça veut dire qu'on peut obtenir des données à partir de Excel, de OneLake, de SQL Server. On peut entrer des données nous-mêmes, on peut se connecter à Dataverse, les sources récentes et ainsi de suite. Comme c'est ma première fois de lancer le fichier, donc je vais avoir ici des propositions pour pouvoir importer des données dans mon logiciel. En haut, nous avons les onglets des menus. À l'extrême gauche, nous avons différentes façons de voir. La première façon, c'est la vue de rapport. La vue de rapport, c'est là où nous allons voir les graphiques. Ensuite, nous avons la vue de données. La vue de données, lorsque nous allons charger les données, on va voir nos tables et leur constitution à partir d'ici. Et enfin, on va avoir la vue de modèle qui va nous montrer quelles sont les relations qu'il y a entre les différentes tables. Première chose que je vais faire, c'est que je vais désactiver la création automatique de liens entre les tables pour qu'on apprenne à le faire nous-mêmes. Alors, ici, je vais désactiver ceci et ceci et celui-là. Je fais OK. Et voilà. Donc, j'ai fermé mon fichier Excel. On retourne ici. Et je vais dire importer des données à partir d'Excel. Donc, j'ai créé un dossier webinaire. Toutes les ressources utilisées au cours de la formation, que ce soit le fichier Excel, le PowerPoint et le fichier Power BI que je vais aussi créer, vont vous être envoyés par mail dès demain. Donc, je sélectionne mon fichier Excel et je lui dis d'ouvrir. Donc, à l'ouverture, j'ai mon tableau qui va se présenter comme ceci. Donc, habituellement, nous avons une vue comme ceci ou une icône en forme de table avec une petite en-tête bleue qui nous montre que nous sommes en présence d'une table. Je vais cocher ceci parce que c'est ce que je veux charger. Si j'avais d'autres tables dans ma feuille, les autres tables seront également listées ici. Donc, je vais cocher uniquement ceux dont je vais avoir besoin. Donc, ceci, en sélectionnant, nous donne une prévisualisation du contenu de la table. Voilà. Quand je clique sur charger directement, il va tout de suite envoyer les données dans Power BI. Maintenant, si j'estime que j'ai un processus de nettoyage à faire, je vais cliquer sur le bouton transformer les données. Je vais cliquer sur charger. En chargeant, on va avoir, ça va prendre quelques petites secondes, chargement. Alors, certaines personnes dans le chat te disent qu'ils ne reçoivent pas la vidéo. Est-ce que c'est le cas chez tout le monde? Si vous regardez toujours mon écran, si vous avez toujours mon écran, veuillez envoyer un pouce en l'air, s'il vous plaît. OK, d'accord. Donc, si vous avez du mal à regarder, veuillez revérifier votre connexion, s'il vous plaît. Lorsque j'ai chargé les données, j'ai un panneau ici qui me montre données. Donc, quand je clique sur le petit panneau à côté, j'ai par exemple la liste des différentes colonnes de ma table, un peu comme on a l'habitude de le voir sur les tableaux quasi-dynamiques en Excel. Donc, si je vais dans la vue de données, comme je vous avais dit ça tout à l'heure, quand je clique ici, je vais voir la table et son contenu. Donc, le contenu de la table tel qu'il est. Et nous avons en tout 9356 lignes. Ce n'est pas un très gros volume de données. Alors, quand je vais dans la vue de modèle, je n'ai qu'une seule table. Et donc, travailler sur une seule table va alourdir lorsque mon modèle de données va évoluer les graphiques que je vais mettre en place. Alors, pour éviter cela, nous allons retourner, ou plutôt nous allons partir en Power Query pour aller subdiviser notre grosse table-là en deux types de tables. Les tables de fait, non, la table de fait et les tables de dimension. Donc, comment faire cela? À partir d'ici, j'ai deux possibilités. Soit cliquer sur le bouton transformer les données ici
ou directement venir faire un clic droit sur le nom de la table et lui dire je veux modifier la requête. En cliquant sur le bouton modifier la requête, on tombe sur une autre interface. Ici, vous allez remarquer, le nom s'appelle éditeur Power Query. Ceci nous permet en fait de pouvoir faire des nettoyages de données sans écrire une seule ligne de code. Nous avons juste à cliquer sur certains boutons et puis le reste sera fait tout seul. Comme on va remarquer ici encore, on a la même présentation que sur les logiciels Office. On a des onglets avec des groupes de boutons. On a ici à gauche la liste des requêtes que nous avons faites. Ensuite, à l'est, au centre, nous allons avoir le contenu de la table sur laquelle nous avons sélectionné. À droite, on va avoir propriété. Ceci va être le nom de la requête, plutôt le nom de la table que nous avons chargée. Et en bas, les étapes appliquées. Donc, à chaque fois que je fais une activité ou en cliquant sur un bouton, ça crée une étape ici, ce qui me permet de pouvoir revenir à une étape précédente. Si je prends par exemple ici cette étape, vous allez voir que quelque chose d'autre s'est passé. Et quand je clique ici, sexe devient ABC. Notion très importante lorsqu'on fait de l'analyse de données. Il faut s'assurer que les colonnes sont dans le type de données qu'ils doivent être. Par exemple, j'ai ma date ici qui est au format date. Donc, le format, c'est ce qui est écrit ou l'icône qu'il y a au-dessus dans le coin du nom de la colonne. Donc, décimale, date et heure, ainsi de suite. Si je mets, par exemple, la colonne total achat en ABC, c'est-à-dire du test, je ne vais pas pouvoir faire somme de la colonne totale, ni pouvoir retrancher la taxe du total achat, par exemple. Je ne vais pas pouvoir faire des opérations entre du test et des chiffres. Donc, à chaque fois qu'on charge des données, il faut s'assurer que le type de données correspond à ce que contient la colonne. Nous voulons avoir différents éléments d'analyse par rapport à nos achats. Donc, on va répondre à la question, par exemple, chiffre d'affaires par année. Ça veut dire qu'il nous faut une table de dates. On veut le chiffre d'affaires par sexe. Donc, on va avoir une table de genre par région, une table de région, le mode de règlement, la source du trafic, c'est-à-dire en ligne ou en boutique, et puis le statut. Étant donné que c'est une seule table, dans d'autres applications métiers, vous allez avoir, en se connectant à votre base de données, des tables qui contiennent déjà ces informations-là. Donc, vous chargez les tables comme elles sont déjà depuis la base et puis vous n'avez plus grand-chose à faire. Alors, ici, je pars d'un fichier Excel, donc il me faut créer ces tables-là à partir de la table que j'ai. Ce que je vais faire, je vais faire un clic droit sur le nom de la table ici, le nom de la requête, et je vais lui dire que je vais créer une référence. Alors, la référence et dupliqué font quasiment la même chose à quelques exceptions près. Je ne vais pas entrer dans les détails. On va partir sur référence directement. Alors, d'ici, je veux, par exemple, que les éléments de la source de trafic. Alors, je vais renommer cette requête source trafic. Idéalement, mettre des tirets de 8 au lieu des espaces. A priori, ça ne pose aucun problème, mais c'est toujours mieux. Donc, source de trafic, je vais sélectionner ma colonne de source et je vais faire un clic droit pour lui dire supprime-moi les autres colonnes. Je n'en ai pas besoin. Donc, à partir d'ici, je peux faire un clic droit et lui dire de supprimer les doublons. Ou on a également dans l'onglet accueil, supprimer les lignes et on a supprimé les doublons ici. Donc, ça veut dire que globalement, j'ai deux sources de trafic en boutique et en ligne. Donc, chaque table, lorsqu'on fait des analyses de données, doit avoir une clé, c'est-à-dire un élément qui identifie dans la table
chaque ligne de manière unique. Ça peut être, par exemple, le numéro matricule lorsqu'on est dans une entreprise. Donc, je vais aller dans l'onglet Ajouter une colonne. Comme l'onglet le dit, je vais ajouter une colonne supplémentaire à ma donnée. Donc, créer une colonne d'index et je vais lui dire de créer à partir de 1. Je vais renommer ici ID source pour dire que c'est l'identifiant de la table source. Donc, je vais continuer la même opération, toujours référence. Je veux mes données par rapport au sexe, donc je sélectionne le sexe, je fais supprimer les autres colonnes, je vais supprimer les doublons, insérer la colonne d'index. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que je clique sur un bouton, une étape est créée. Si je dis par exemple, créer l'index ne m'intéresse plus, il me suffira simplement de cocher ceci, de cliquer et je supprime pour revenir à une étape précédente. Donc, je vais retourner faire la même chose. Je vais lui dire commence à partir de 1, je vais entrer. Et donc ici, ça va être l'identifiant de la table sexe. Je vais nommer la table sexe. Je refais la même chose. Référence. Je veux ici le mode de règlement. Donc, je fais un clic droit, supprimer les autres colonnes. Je vais supprimer les doublons. Je vais insérer la table d'index. Alors, pourquoi est-ce que nous supprimons les doublons? On supprime les doublons pour que on supprime les doublons pour que dans les tables de dimension, qu'on retrouve cet élément-là qu'une seule fois. C'est-à-dire que quand je dépose, par exemple, module de règlement sur mon interface, qui n'est plus à aller chercher, par exemple, combien d'éléments, combien de modes de règlement avec combien de mots de règlement je suis en train de travailler. Ça facilite un peu la tâche au logiciel et donc ça permet de rendre plus rapide les calculs que nous allons faire. Je vais renommer ici ID règlement, comme ça. Voilà, et donc la table s'appelle mode règlement. Ensuite, nous voulons également, après le mode de règlement, le statut et la ville. Donc, je vais créer deux références d'un coup. Le premier sera le statut. Voilà. Et donc, à l'intérieur du statut, je vais supprimer les autres colonnes. Ensuite, supprimer les doublons également. Je vais insérer une colonne d'index. Je vais lui dire, par exemple, de nommer cela ID statut. Alors, la raison pour laquelle je suis en train d'écrire directement dans la barre de formule, c'est pour éviter d'avoir une étape supplémentaire. Parce que lors de la mise à jour de ma donnée, par exemple, tout ce que je suis en train de faire comme manipulation sur la donnée, le logiciel va le refaire pareillement. Donc, si j'ai, par exemple, 10 000 lignes, il va faire, ou plutôt 10 000 tables, il va faire cette opération-là sur 10 000 tables avant de pouvoir charger mes données dans Power BI. Mais l'avantage, c'est que je n'ai qu'à faire ça qu'une seule fois et les autres fois, le logiciel comprend automatiquement et il fait les autres éléments tout seul. Alors ici, je vais avoir site géo, par exemple, pour situation géographique. Géographique. Voilà. Je vais sélectionner les trois colonnes qui sont ici et supprimer les autres colonnes.
Alors, ici, étant donné que certaines villes peuvent se retrouver, ou plutôt noms de villes, certains noms de villes peuvent se retrouver dans plusieurs régions différentes, je vais sélectionner l'ensemble des 3 colonnes et dire que je veux supprimer les doublons. Ça veut dire que lorsque le même nom de ville, le même état, le même nom, plutôt, oui, c'est ça, le même identifiant d'état et le même nom de région se retrouvent sur la même ligne plusieurs fois, c'est en ce moment-là qu'ils considèrent qu'il y a un doublon. Sur base de ça, je vais également créer une table d'index. Je vais dire que ça s'appelle ID Géo. Je fais entrer. Alors, nous avons créé différentes tables. Donc, nous avons des tables de dimension. Donc, on a table de dimension, source de trafic, sexe, mode de règlement, statut et puis situation géographique. Ce que nous allons faire, c'est que, par exemple, pour la colonne source de trafic, par exemple, je vais remplacer en ligne par l'identifiant auquel il correspond dans la table source de trafic pour dire au logiciel, lorsque tu tombes sur numéro 1, par exemple, c'est un achat en ligne. Lorsque tu tombes sur numéro 2, c'est un achat en boutique. Donc, il me faut faire venir l'identifiant que j'ai dans la table source dans la table euh, des ventes et éventuellement supprimer ceci puisque en mémoire, 1 en chiffres pèse largement moins que en ligne tout en test. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Je vais aller dans Accueil. Donc, je sélectionne ma table des ordres. Je vais aller dans Accueil. Dans le haut combiné, on a un bouton qui s'appelle Fusionner les requêtes. Je vais lui dire de fusionner comme étant une nouvelle. Quand je fusionne comme étant une nouvelle, je garde les 2 tables d'origine telles quelles et je crée une table qui résulte de mon opération de fusion. Donc, je sélectionne en haut l'ordre. Ensuite, comme c'est le mode de règlement, non, on va partir sur la source de trafic, comme c'est ce que j'ai donné comme exemple. Alors, ici, il nous faut sélectionner les colonnes que les 2 tables ont en commun. C'est-à-dire qu'il va aller chercher dans toute la table qu'est-ce que cette table-là a en commun avec l'autre table. Donc, je vais lui dire que c'est la colonne source. On va tomber sur la partie jointure, type de jointure. On va prendre la jointure externe gauche. Si vous faites correctement la sélection, habituellement, je prends la plus grande table en premier et la plus petite en second. Cela permet de moins réfléchir sur le type de jointure à prendre. Donc ici, il nous dit toutes à partir de la première, c'est-à-dire la plus grande table, correspondance à partir de la deuxième, c'est-à-dire qu'il va prendre toutes les données de la première table et aller chercher les éléments qui correspondent dans la seconde table. C'est bon pour moi. Ça me dit la sélection correspond à 9356 lignes des 9356 lignes. Donc chaque ligne retrouve l'élément qui lui correspond. Donc, je fais OK. Et nous avons une table fusion qui se crée. Je vais la renommer pour dire, par exemple, comme c'est une table des faits, je vais la nommer fait vente. Je fais entrer et donc ça change ici également. Notre opération a fait venir la table source de trafic dans la table des ventes qui était là. Alors, je ne veux pas tous les éléments de la table. Je veux seulement l'identifiant de la source. Donc, je vais décocher et prendre ceci. Et je vais décocher également celui du bas. Pourquoi? Parce que ça risque de m'écrire le nom de la table, point le nom de la colonne, c'est-à-dire source trafic, point ID source trafic. Mais ou ID source, pardon. Or, je veux seulement ID source. Donc, je fais OK. Et donc, nous avons la colonne ID source qui est maintenant dans notre table des ventes. Je vais la déplacer. Donc, dans Power Query, c'est beaucoup plus facile de déplacer une colonne d'une position à l'autre. C'est plus facile qu'en Excel d'ailleurs. Donc, je déplace ici, par exemple, un source de trafic.
Alors, ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois que je tombe sur le numéro 1, ça correspond à en ligne. Étant donné que j'ai déjà la source, donc cette donnée représente quasiment les mêmes informations. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'information la plus lourde dans ma table ici. Donc, je vais supprimer cette colonne. Ensuite, je vais rajouter les identifiants du sexe, du mot de règlement, le statut, la situation géographique. Comme j'ai déjà une table ici, je vais cette fois ne plus fusionner comme étant une nouvelle, mais fusionner des requêtes directement. Et après source trafic, on va prendre le sexe dans l'ordre que j'ai ici. Pas forcément, hein, c'est juste pour faciliter la compréhension pour tout le monde. Donc, je prends sexe, colonne sexe dans la table des faits vente, colonne sexe dans la table de sexe également. Correspondance calcule, toutes les lignes retrouvent des éléments correspondants, donc je fais OK. Ça me crée la table sexe à la fin. Je vais dire, je ne veux pas sexe F ou M, je veux seulement l'identifiant, je fais OK. Donc, automatiquement, il a renommé le nom de la colonne. Je vais déplacer à côté de l'autre. C'est pour avoir aussi une meilleure visibilité par rapport à l'opération que je suis en train de faire. Donc, ID sexe, sexe, donc je peux supprimer la colonne sexe. On continue notre fusion avec le mode de règlement cette fois. Donc déjà, je choisis mode de règlement. Ensuite, je prends table mode de règlement, mode de règlement. Estimation, toutes les lignes trouvent de la correspondance. Donc, je fais OK. Et là, je reclique ici. Je désactive le mode de règlement, c'est-à-dire le libellé du test. Je fais OK. Je vais déplacer à côté d'ici. Ensuite, supprimer la colonne mode de règlement. Il nous reste à faire venir le statut et la situation géographique. Donc, toujours même opération, fusionner. Alors, il n'a pas fini de faire ses calculs, donc ça tourne un peu. Voilà. Ok, c'est bon maintenant. Donc, fusionner des requêtes. Je vais prendre cette fois, j'ai déjà ramené le mode de règlement, c'est le statut maintenant. Donc, statut. Ensuite, table statut, colonne ceci, ça estime. C'est bon, je fais OK. J'ai la table statut et dans la table statut, je veux seulement l'idée du statut, je fais OK. Et donc, expédier représente 1, retourner 2, on attend tout 3. Donc, je fais et je supprime la colonne ici. Ensuite, la situation géographique. Dernière table à créer. On attend que ça charge. Non, normalement, c'est bon. Ça ne devrait pas poser de problème. OK. Et donc, je prends, où est-ce qu'ils sont? Site géographique. Alors, ici, on revient à peu près sur la même problématique en supprimant les doublons. Je veux que, même si une ville se retrouve avec le même nom dans plusieurs zones, je veux garder le nom. Donc, je vais sélectionner les 3 colonnes ensemble. Donc, la ville, l'État et la région. Et je vais faire pareil pour cette zone-là également. Pour dire, si tu prends Climer NY Nord, ça veut dire que c'est un élément. Ensuite, ainsi de suite. Autrement, si je choisis seulement ville, il va simplement aller chercher les villes de même nom. Alors que si le nom ne correspond pas exactement à la région, ce n'est pas la même ville. Donc, je fais OK. Je vais venir la table situation géographique. Je vais tout désélectionner. Je veux seulement l'idée géo et
Ça prend le temps de charger et donc je peux supprimer mes 3 colonnes qui sont là, supprimer les colonnes et voilà. La table fait vente est une version enrichie de notre table d'origine qui est là. A priori, je n'en ai plus besoin, mais je ne peux pas la supprimer puisque toutes les tables que j'ai créées après font référence à elle. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver son chargement. Il ne va plus arriver dans mon modèle de données. Donc, je fais clic droit, activer le chargement, je les active. Ouais, puisque je l'ai déjà chargé une fois, il me dit que c'est possible que tu perds des données. Je dis OK, continue quand même. Et donc, automatiquement, le nom de la table va se mettre en italique. Ça veut dire que elle ne charge pas. Une fois que toutes mes opérations sont bien effectuées, je vais cliquer sur fermer, charger. Ça va prendre quelques petites secondes pour charger. Donc, le temps de chargement va grandement dépendre du volume de données que vous avez, dont vous disposez. Si vous avez 15 millions de lignes à charger, c'est possible de charger, mais ça va prendre un peu plus de temps que si vous aviez simplement 1 million de lignes à charger. Donc, mes tables sont chargées. Donc, dans le panneau de données ici, vous allez voir les différentes tables qui sont là. Alors déjà, je vais cliquer ici pour dire je veux un camembert. Je veux par exemple aller sélectionner le sexe et je vais par exemple aller sélectionner le total des achats. Alors, ça ne va rien donner de bon. Ça me dit 50% pour chacun. Pourquoi ça fait ça? Parce que il n'y a pas de relation entre les deux tables. Comment je sais ça? Je vais dans la vue de données. Vous allez voir que nos tables sont éparpillées. Il n'y a pas de relation entre les tables. C'est ce que j'avais désactivé quand j'avais ouvert le fichier pour la première fois. Alors, nous allons créer les relations entre les tables. Déjà, quand je prends ID sexe et que je retrouve ID sexe ici à correspondant, je peux le prendre et déposer dessus directement. On a également d'autres façons de faire, mais on va aller rapidement et rester sur celui-là. Donc, je prends ID sexe ici. Donc, quand je viens sur la relation, j'ai ID sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, un élément de la table sexe est représenté plusieurs fois dans la table fait vente. Quel est l'impact que cette petite opération que je viens de faire a eu? Quand je reclique dans la vue de rapport, vous allez voir que j'ai maintenant une meilleure distinction de la donnée. Alors, avant, il n'y avait pas de relation, donc c'était le même nombre des deux côtés. Maintenant que je crée la relation, donc lui, il va aller filtrer par rapport à M, le total des achats, et par rapport à F, le total des achats. Bon, je vais continuer ma modélisation. Donc, ID règlement, ça se crée. Alors, si je n'avais pas désactivé la relation, ou plutôt la détection automatique de relation, le logiciel le faisait ou le fait tout seul. Il suffit simplement qu'il retrouve, par exemple, les mêmes noms, qu'il crée la relation. Mais si vous avez bien modélisé, c'est bon. Mais des fois, on n'a pas gardé les mêmes noms. Donc, ça peut porter à confusion. Donc, les relations se créent entre des colonnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et aussi, pour les besoins de meilleure maîtrise, mieux vaut, dans un premier temps, savoir faire ça par soi-même pour mieux comprendre avant de laisser le logiciel faire à la suite. Comme ça, lorsqu'il y a une erreur un jour, on sait comment pouvoir la régler. Donc, comme nous nous sommes assurés qu'il n'y a pas de doublon dans les tables de dimension, donc chaque élément ici, chaque ligne prise individuellement est représentée plusieurs fois dans la table des ventes. Donc, nous avons ici une représentation en schéma en étoile. Ça ressemble pas exactement à une étoile, mais la représentation en schéma en étoile veut dire que toutes les tables de dimension sont directement connectées à la table des faits. Alors, on nous a également demandé de faire une analyse par rapport à la table, par rapport au temps, les années et tout ça. Nous allons créer une table calendrier nous-mêmes et pour ça, je vais écrire du DAX. Alors, pour écrire du DAX, je vais partir sur
une fonction d'axe. Je vais la rechercher par ici. Recherche, voilà. La fonction s'appelle calendar. Ça permet de pouvoir créer des calendriers. Donc, on a un calendrier auto. Normalement, c'est calendar, mais comme j'ai traduit en français, il écrit calendrier. La fonction s'appelle calendar. On lui précise une date de début et une date de fin. Donc, il y a des exemples qui sont là. Pour aller vite, je vais copier. Sinon, je pourrais écrire ça par moi-même. Donc, je vais ici, par exemple, et je lui dis, crée-moi une nouvelle table. Et ici, on va commencer par écrire du DAX. Donc, la nouvelle table, je vais la nommer, par exemple, calendrier, auquel je vais affecter ce que j'ai copié. Alors, ça prend deux paramètres, la date de début, ici, la date de début et la date de fin. Alors, habituellement, pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Alors, on pourrait, par exemple, si je connais mes dates de début et dates de fin, je peux directement écrire, ici c'est l'année, premier élément l'année, ensuite le mois, ensuite le jour. Donc 2005 janvier le 1, 2015 décembre 31. La limitation de ceci, c'est que si finalement j'ai des données de 2016, il va falloir mettre à jour. Raison pour laquelle on va beaucoup plus partir sur cette version. Ceci va aller chercher, par exemple, les dates qui sont restées dans la table des ventes et aller me chercher la date la plus petite, ou plutôt l'année la plus petite de la date, mettre janvier, 1er janvier de cette année-là. Ensuite, aller me chercher 31 décembre de l'année la plus élevée de ma table des dates. Donc, je vais ici aller lui dire de prendre ici dans la table, attendez, je vais regarder le nom de la colonne. La colonne s'appelle pour order date ici. Donc, je vais mettre order date qui est là. Et donc, en DAX, il y a cette notion de bonne pratique qui dit qu'on va écrire, par exemple, le nom de la table entre accolades, le nom de la colonne. C'est pour dire que si je me retrouve avec order date dans plusieurs tables différentes, le logiciel comprend que le order date que j'utilise se trouve dans cette table-là précisément. Donc, je vais lui dire encore, point com, date de fin, order date de la table des fins, je fais entrer. Et donc, je viens de créer ma table calendrier qui est là. Donc, déjà, je peux créer une jointure entre la date d'ici et le order date qui est là. Voilà. Donc, chaque date est prise individuellement ici, alors que ici, on a plusieurs fois. Donc, le 15 mars, par exemple, on peut avoir vendu plusieurs articles. Alors, nous allons enrichir cette table-là avec d'autres éléments. Par exemple, on va sortir de cette table l'année, le mois, ainsi de suite. Donc, je vais aller ajouter une colonne. Et on va utiliser une fonction en Excel, ou une fonction Excel qu'on connaît déjà, la fonction qui permet de sortir les années. En anglais, ce n'est d'autre que year, comme ceci. Et je lui dis, prends la colonne date de la table calendrier. Donc, je vais aller rechercher calendrier, date. Je fais entrer. Et automatiquement, j'ai les différentes années. Je vais aller chercher le mois. Et donc, la fonction s'appelle month, qui est égal à mois également en Excel. Donc, je prends toujours la colonne de date pour aller choisir
le mois. Je vais faire également sur le jour. Nouvelle colonne. Alors, je vais chercher maintenant le nom du mois, c'est-à-dire janvier, février, mars. Nom, nom du mois. Alors, il n'y a pas de fonction directement pour faire ça. On va utiliser une fonction qui s'appelle format, qui nous permet de formater. C'est égal à la fonction test en Excel, pour ceux qui savent l'utiliser. Donc, je prends toujours calendrier date. Et comme format, je vais lui dire de prendre 1, 2, 3, 4 M. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça va me mettre le nom du mois en tout caractère. Si j'avais mis 3M, ça me ferait JANV pour janvier en abrégé. Alors, je vais également aller chercher la date du jour. Donc, je vais mettre le jour et ça va être D. Oups. Ça va être D. Comme ceci, je vais prendre calendrier, date toujours, et ainsi de suite. Donc, si je veux lundi, mardi, mercredi, vous l'imaginez bien, on va utiliser format et on va lui passer en paramètre 4 fois D pour créer la table. Alors, on revient rapidement à notre création. Alors, on nous pose des questions suivantes. Le nombre total de commandes. On a en Power BI cette notion de mesure implicite et de mesure explicite. La mesure implicite, c'est ce que nous avons l'habitude d'utiliser. Donc, ici, pour créer un graphique déjà, les graphiques sont disponibles. Je clique là-dessus. Je vais dans mes tables et je sélectionne l'élément que je veux voir dans le graphique. Je veux, par exemple, le nombre de commandes. Je vais, par exemple, cocher Order ID comme ceci. Et ça va me donner le nombre de commandes, nombre de Order ID. Ceci est une mesure implicite, c'est-à-dire que le graphique comprend directement que je veux le nombre de commandes. Maintenant, les mesures implicites sont pas aussi optimisées que ça. Donc, on va écrire du DAX derrière pour, par exemple, dire explicitement ce que nous voulons par nombre de commandes. Donc, je vais, en règle de bonne pratique, insérer, non, modélisation, c'est ça, créer une nouvelle table. Et cette nouvelle table, je vais la nommer mesure. Donc, elle va contenir toutes les mesures dont je vais avoir besoin. Donc, la table mesure a été créée ici avec une colonne vide. Donc, je clique sur la mesure et je lui dis nouvelle mesure. Donc, ma nouvelle mesure, je vais la nommer nombre de commandes. Comme ceci. Et je vais lui dire que ça va être un count et de order ID comme ceci. Je fais la parenthèse, je fais entrer. Alors, maintenant que j'ai défini explicitement nombre de commandes, je peux supprimer ceci et aller cocher nombre de commandes ici et toujours avoir le même résultat. Alors, on pourrait me demander, par exemple, ici, le nombre de ventes par sexe, par exemple. Étant donné que j'ai déjà calculé le nombre de ventes une fois, je vais réutiliser cette mesure-là pour calculer l'autre élément. Donc, sur mesure, je vais lui dire encore nouvelle mesure. Donc, dans ma nouvelle mesure, je vais dire, par exemple, supposons que je veux le nombre de ventes pour
les personnes de sexe féminin, par exemple. Donc, je vais dire MB, ou plutôt nombre commande. J'écris nombre commande sexe F. On va utiliser une fonction, une des fonctions les plus utilisées en DAX, calculate. Et je vais lui dire de prendre, par exemple, la mesure nombre de commandes, puisque je l'ai déjà calculé une fois. Et je vais lui dire filtre maintenant cet élément par rapport à la table sexe. Et dans la table sexe, cherche le sexe. Oui, c'est ça, sexe. Et entre guillemets, je vais lui dire sexe F. Je ferme la parenthèse pour le filtre, ferme la parenthèse pour le calculate. Je fais entrer. Et donc, dans insertion, je peux me cliquer dans la partie blanche, comme ceci. Je prends une carte. Et donc, je peux encore prendre nombre de commandes. Non, c'est pas le bon. Nombre de commandes pour les personnes de sexe féminin. Et donc, ça fait ceci. Exactement. Alors, je vais me cantonner à répondre uniquement aux questions qui nous ont été posées. Donc, première question, nombre total de commandes. Ensuite, chiffre d'affaires total, total des taxes et puis le total des bénéfices. Pour toutes ces questions qu'on nous pose, on va... Attends, ça a été fait, oui, bien sûr, ça a été fait. On va créer des mesures. Donc, on veut, par exemple, nouvelle mesure. Je vais nommer cela CA total. Et le CA total, ce n'est autre que la somme de la colonne total achat. Je fais entrer. Je vais enlever celui-là. Je vais faire venir le total des achats ici. Et il me suffit simplement de cocher CA total pour avoir le total des achats. Alors ici, il m'a mis directement l'élément en millions. Je vais aller dans étiquette. Non, c'est pas celui-là. Valeur de la légende. Et je vais lui dire, je veux que tu m'affiches, par exemple, les données en milliers. Et donc, il m'affiche 14 000 K. Et même sur la mesure, je vais lui dire d'activer, où est-ce qu'ils sont? La vise. Non, non, non. La vise générale. C'est pas ce que je veux. Le CA total. Ici, on a les éléments. Donc, on a le chiffre d'affaires total. On va calculer également le total des charges. Ça a été mis à jour automatiquement. Alors, je vais prendre charge totale qui sera égale à la somme. Non, c'est plutôt taxe. Donc, ça va être la colonne taxe. Je ferme la parenthèse. On veut calculer le bénéfice. Donc, nouvelle mesure encore. PC bénéfice devient un tout petit peu long. Ça va être ici le CA total moins charge totale, comme ceci. Je fais entrer. Et donc, je viens de répondre à nombre de commandes, total chiffre d'affaires, taxe totale et puis bénéfice total. Les ventes par sexe et par année, on va voir ça. Chiffre d'affaires par année. OK. Alors, le reste des éléments qui se présentent à moi, ce ne sont que, alors, ici, là, on a le CA total. Je ramène encore celui-là qui va mettre les charges. Ensuite, je vais mettre le bénéfice. Voilà, ça c'est sur le total. Ensuite, on me demande le nombre de ventes par sexe par année. De manière générale, pour représenter les données sur une périodicité, on va utiliser une courbe. Donc, sur la courbe, je vais faire venir nombre de commandes ou nombre de commandes. Donc, voilà, je vois mieux. Nombre de commandes en valeur.
et on va prendre le sexe et on va prendre également l'année. Donc, je vais avoir l'année sur l'axe X. Je vais avoir le sexe sur l'axe Y. Et je vais avoir... Alors, je vais mettre plutôt le sexe en légende. Voilà. Ça me donne quelque chose comme ceci. Ensuite, on me demande, par exemple, le chiffre d'affaires par année. Alors, rapidement, je peux utiliser le graphique en compartiment ici. Et donc, je vais faire venir les années et faire venir le CA total. Donc, en fonction de la grosseur du carré, on sait quelle année dans quelle année on a le plus de chiffre d'affaires. Ensuite, question suivante, chiffre d'affaires par année déjà réalisé, les ventes par région. Ensuite, on a le chiffre d'affaires par mot de règlement, par source et par statut. Les ventes par région, puisque c'est une comparaison, on peut prendre un histogramme. Je vais prendre le chiffre d'affaires et je vais prendre les régions. Donc, automatiquement, on voit la part de chaque région. Ensuite, en dernier élément, le chiffre d'affaires par mot de règlement, source et statut. Donc, pour cela, je vais prendre une matrice. Ça ressemble exactement à ce qu'on utilise en Excel. En ligne, je vais prendre le mot de règlement. Donc, il va me ramener le bon, la carte et l'espèce. En ligne également, je peux faire venir la source du trafic, comme ceci. Et en colonne, je vais mettre le statut du bon d'achat. Et dans la partie valeur, on va mettre le chiffre d'affaires. Donc, si je déploie tous les niveaux, non, je suis plutôt monté. Voilà, on a quelque chose comme ceci. Et le reste des éléments à faire, c'est juste repositionner correctement chaque élément à l'endroit où il faut. Je fais rapidement pour qu'on ait un petit moment pour la réponse aux questions. Je vais déplacer celui-là à côté ici. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je veux les éléments de la région de l'Est, par exemple? Il me suffit simplement de cliquer sur la région de l'Est et automatiquement, tous les graphiques qui sont sur mon interface vont se mettre à jour par rapport à la région de l'Est. Donc, pour la région de l'Est, pour l'ensemble des ventes, on a enregistré 1626 ventes. Ça représente en chiffre d'affaires 257 000, en taxes 51 000 et en total bénéfice, on en a réalisé 205 000. Si je prends la région du Sud, tous les éléments se mettent à jour automatiquement. C'est-à-dire que tous les graphiques qui sont sur la page se mettent à jour automatiquement à chaque fois que je clique sur un élément en particulier. Alors, ensuite, on nous demande les mêmes choses pour 2020 et 2021. Ce que je vais faire, c'est simplement de copier la page. Donc ici, je vais nommer la page tout. Et dans la table du double, je vais nommer par exemple 2021. Voilà. Alors,
on a des éléments de filtre ici. Je vais cliquer sur la page elle-même et je vais dire filtre dans cette page. Donc, dans la partie filtre, je vais faire venir l'année. Je vais déplacer l'année ici et je vais lui dire, fais-moi un filtre de base. Et dans le fil de base, je veux seulement les données de 2021. Quand je clique, vous allez voir que toutes les données sont de 2021. Ici, je vais plutôt dans la sélection des données d'ici. Au lieu de prendre l'année, je vais faire venir les mois pour qu'on ait les mois les plus bénéfiques sur l'année 2021. Donc, on a seulement les données jusqu'au 9e mois. Donc, voilà comment ça se présente. Ici également, au lieu de prendre les données sur l'année, je vais prendre les données sur le mois. Et automatiquement, la mise à jour est faite. Je recopie encore cette table, ou plutôt cette feuille, je mets 2020 et je vais changer mon élément de filtre de 2021 à 2020 et automatiquement, tous les éléments sont mis en forme. Alors, pour qu'on ne perde pas du temps ou pour qu'on gagne un peu de temps sur la réponse aux questions, je vais arrêter la session ici. Et si éventuellement on a d'autres questions, on va peut-être revenir là-dessus, histoire de pouvoir terminer à temps. Alors, je vais... Attendez. Où est-ce que je fais ça? Je vais activer le micro ou on peut directement poser les questions dans le chat si on en a. Donc, les paramètres ont été changés. On peut activer le micro, poser la question. Il nous reste en tout 20 minutes pour atteindre l'heure de fin. Si on a des questions, on peut se les poser rapidement. Alors, en attendant que la question nous vienne, je lance une formation personnalisée dans le mois d'août qui commence le 8 août, c'est un mardi. Ça va être en soirée, donc l'heure de début et l'heure de fin sera convenue avec ceux qui se seront inscrits. Je vous envoie directement le lien d'inscription dans la description, dans le chat, pardon. Les informations par rapport à la formation sont déjà sur la page d'inscription et d'autres informations complémentaires seront données à ceux qui se seront inscrits. Est-ce qu'on a des questions? Si vous activez votre micro, prenez la parole automatiquement pour qu'on puisse gagner du temps. Ou vous pouvez aussi poser les questions directement dans le chat. Alors, Madame Ezin a levé la main. Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. OK. Merci, Monsieur Stéphane, pour cette formation. C'est une opportunité vraiment très importante pour moi. Mais ma question, c'est, je continue par... cette question continue par trottiner dans ma tête, c'est fondamentalement la différence entre Excel et Power BI. Et parce que là, je viens de comprendre qu'on a fait l'exercice de tableau de bord comme
dans Excel, je ne sais pas s'il y a, même je ne sais pas si c'est parce que je ne maîtrise pas encore Power BI, mais je pense même que c'est plus difficile tout ce qu'on vient de faire là avec la création des tables, les connexions. Franchement, je ne sais pas, ça me paraît plus difficile que si j'étais en Excel. Et j'ai pas grandement vu de différence. Si j'avais pris mon fichier Excel, j'aurais pu répondre à toutes ces questions-là qui ont été posées. Faites-moi savoir, monsieur l'expert. Alors, merci à vous également. Une autre question de Monsieur Vignon, est-il possible de se connecter à Power BI via un compte personnel? Oui, c'est possible, mais ça dépendra en fait. Si vous voulez passer sur Power BI Service, il va vous falloir acheter une licence. La licence Pro, c'est à partir de 10 € ou 10 $ par mois par utilisateur. Alors, pour revenir à la question de Madame Mézin, vous avez l'habitude, j'imagine, de créer des tableaux de bord sur Excel et là maintenant, vous pensez que ça pourrait être plus difficile de faire la même chose sur Power BI. Alors, l'avantage que Excel a déjà, c'est que c'est un outil assez flexible. On peut à la fois saisir les données et créer des tableaux de bord. Par contre, Power BI a été créé exclusivement pour créer des tableaux de bord. Ce que ça amène de plus, c'est que une fois que mon rapport a été créé ici, il me suffit simplement de cliquer ici sur le bouton publier pour l'envoyer en ligne. En l'envoyant en ligne, toutes les personnes qui sont dans la même organisation que moi ou les personnes que nous aurons autorisées à regarder peuvent venir voir les données de ce tableau de bord. On a aussi des éléments de sécurité poussés. Par exemple, nous avons des données du sud, du centre, du nord et de l'est. On peut créer, ou plutôt paramétrer le tableau de bord de sorte que lorsque quelqu'un qui travaille dans le sud se connecte, il ne va voir que les données du sud. Lorsque quelqu'un du nord se connecte, il ne va voir que les données du nord. Ce qui va faire que on a une certaine sécurité de données. Et tout le monde va directement consommer les données qui le concernent directement pour son travail. Donc, voilà à peu près les avantages que Power BI amène de plus que Excel. Donc, sur Excel, si je crée un tableau de bord comme ceci, si nous n'avons pas Teams dans notre organisation, il va falloir envoyer le fichier à une tierce personne. Et déjà, vous savez que si on envoie des fichiers Excel à une autre personne, alors que ce fichier-là a des connexions avec des fichiers qui sont sur notre ordinateur, forcément, un problème de lien se crée. C'est-à-dire, il vous dit que la référence par rapport à un certain élément n'est pas respectée. Donc, vous avez déjà des bugs à partir de ce moment-là. Voilà un peu près ce que Power BI apporte de plus. Pouvoir collaborer et amener une certaine sécurité par rapport à la donnée. J'espère avoir répondu à votre question. D'autres questions, s'il vous plaît? Il nous reste 15 minutes. D'autres questions? Nous sommes 18 en ligne actuellement. Est-ce qu'on a des questions? Bonsoir à tous. Bonsoir Yannick. Oui. Excusez-moi, je vous ai pris en cours. Oui. J'ai des questions. Bon, je ne sais pas si j'ai dit des questions, mais je vous ai pris en cours, donc je n'ai pas bien suivi le début du déroulé. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me faire des petits résumés pour que je puisse être au même niveau d'information que vous. Merci. Alors, pour se mettre au même niveau d'information, je vais vous montrer. Est-ce que vous avez toujours mon écran? Est-ce que mon écran est toujours visible? Oui, je vois l'écran. D'accord. Alors, pour se mettre au même niveau d'information, je vous présente cette page de PowerPoint
que je vais envoyer avec le lien vers la vidéo. Alors, pour passer de Excel à Power BI, il est crucial de pouvoir apprendre à connecter notre logiciel aux différentes sources de données. Si vous êtes dans le domaine de la vente, vous avez certainement une application dans laquelle vous saisissez vos ventes. Si vous êtes dans les services sociaux, vous avez certainement des outils de collecte de données comme Kobo ou consort. Il va falloir apprendre à se connecter à ces sources de données-là pour importer les données dans Excel, dans Power BI. Ensuite, il y a une étape de préparation pour dire au cours de l'enquête, par exemple, ou au cours de la saisie, on a enregistré deux informations distinctes dans la même colonne. Je veux les avoir séparées et je les sépare. Ensuite, on va créer des relations entre les tables. Donc ça, c'est une partie modélisation. C'est vrai que lorsqu'on tombe dessus pour la première fois, ça effraie un peu. Est-ce que je vais pouvoir comprendre à chaque fois comment séparer les données pour en faire des tables? Mais une fois que c'est intégré, vous allez mieux aimer concevoir les tableaux de bord sur Power BI plutôt que sur Excel. Ensuite, nous avons la partie visualisation où, une fois les relations créées entre les tables, il suffit simplement de cliquer sur un graphique et de lui dire je veux tel élément en ligne, je veux tel élément en colonne, je veux tel élément sur l'axe désordonné, et puis c'est bon. Et enfin, nous avons la partie, donc, après avoir créé les graphiques un à un, plusieurs graphiques pris ensemble créent un rapport et un rapport publié en ligne pour partage devient un tableau de bord interactif qu'on peut utiliser pour aider à la prise de décision. Voilà à peu près un résumé de tout ce qui s'est passé jusque-là. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, une question dans le chat. La question dit, est-il possible, Power BI possède-t-il une interface API permettant de concevoir le tableau de bord de façon dynamique en écrivant du DAX ou en écrivant hors de Power BI lui-même? Alors, nous avons des outils externes déjà qui permettent de mieux optimiser notre écriture du DAX. Donc, on en est là seulement quand vous voulez faire des choses avancées. On a un DAX Studio, on a un Tabular Editor également qui permet d'écrire du DAX et d'optimiser nos requêtes. Alors, l'API Power BI, si vous voulez par exemple partir des tableaux de bord Power BI pour les afficher dans une application, par exemple, il y a des API qui sont disponibles, mais la licence pour pouvoir utiliser les API, je pense qu'il est un peu plus élevé que les 10 € de la version Pro dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais non, Power BI lui-même peut se connecter à d'autres applications via un API pour aller chercher les données à l'intérieur. Donc, vous avez un ERP, vous pouvez mettre en place un API au sein de l'ERP et connecter Power BI via un API aux données pour pouvoir tirer les informations de l'ERP. D'autres questions? Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Moi, je me pose des questions. Est-ce que la session a été assez instructive ou je vous ai ennuyé tout au long des 2 heures que nous avons passées? J'aimerais bien savoir. Allô? Allô? Bonsoir, cher Stéphane. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien.
Merci pour cette opportunité. Je pense qu'elle a été très instructive, ta formation. Moi, elle me permet de mieux comprendre comment passer de Excel à Power BI. Et je pense que à partir de maintenant, je vais mieux m'instruire sur les écritures DAS et pouvoir adopter définitivement Power BI. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup aussi pour l'attention. Alors, Madame Ezin a relevé la main encore. Oui, en fait, je voudrais vous rassurer que c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de questions, mais c'est deux facettes. Hein. Soit on a compris, soit ça a été, moi j'ai compris que ça a été un peu très vite. Ma chance, c'est que j'ai déjà une fois participé à une telle formation. Sinon, j'avoue que je serais vraiment dans le bleu et je n'allais même pas pouvoir poser ma seule et unique question. Mais ce dont je vous rassure, c'est que c'est avec le temps, quand nous allons nous exercer et que nous allons pouvoir vous déranger au téléphone, monsieur Stéphane, comment je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à faire ci, que vous allez comprendre que ça a été vraiment intéressant. D'accord. C'est ça. Ouais, c'est parce que peut-être on n'est pas allé, si on était vraiment en train de faire également la démonstration avec, au fur et à mesure avec vous, vous comprendrez que vraiment, bon, mais ça a été intéressant et puis bon, mais c'est ça. Merci. Je vous en prie. Alors, Donc, préparez-vous à souffrir de nos appels. Bon, peut-être moi, mes appels. Alors, je vais enregistrer le fichier et donc demain dans la journée, vous allez avoir un mail qui contient à la fois les fichiers utilisés et le lien vers l'enregistrement si mon tenant arrive à à recompiler complètement la vidéo de ce soir à demain. Alors, merci pour votre attention. Ça a été un réel plaisir de pouvoir faire cette présentation. J'espère vous avoir assez nombreux à la formation qui démarre le 8. Donc, ce sera une formation en ligne pour tous ceux qui sont intéressés. Donc, le lien, je l'ai envoyé dans le chat. Je vous l'enverrai également dans le lien, dans le mail que vous recevrez demain. Et donc, portez-vous bien. Partez surtout à l'aventure de cet outil qui aussi va progressivement s'imposer à nous comme Excel est devenu depuis ces quelques années déjà. Donc, bien de choses à vous et très bonne soirée. On se dit à la prochaine et peut-être pour ceux qui voudront bien, vous pouvez retrouver le contenu de toute la session sur ma chaîne YouTube. Donc, le lien vous sera envoyé par mail dès demain. Merci. Et arrêtez le